l'islam. On dit qu'il y a un outil qui s'appelle la banque qui permet de faire de l'allocation entre dépôt et crédit. Apparemment, ça marche bien. Il le repris tel quel. Et pour moi, ça, c'est une erreur. La banque islamique ne doit pas exister. Ou alors, si on peut y penser une banque islamique, elle doit être, c'est ma conviction, elle doit être à but non lucratif. Une banque, pour qu'elle soit éthique, qu'elle soit utile, pour qu'elle ne soit pas dans tous ces problèmes d'asymétrie d'information, d'aléa moral, d'accaparement des richesses, etc., elle doit être à but non lucratif, finalement, comme une banque mutualiste, mais la vraie banque mutualiste. On a la banque mutualiste aujourd'hui qui est un peu aussi pervertie et qui est au-dessus à toute une holding privée. C'est vraiment une banque mutualiste où ça appartient à tout le monde et à personne, donc à tout le monde, avec ce système un peu démocratique. C'est pas le capital qui donne le pouvoir, mais c'est les personnes, la richesse, le travail, l'entrepreneuriat. Et ça, c'est une autre valeur. Tu disais tout à l'heure les 3 facteurs de production. Pour moi, il y a une valeur qu'on ne comprend pas suffisamment, c'est le rôle de l'entrepreneur. Et là, on est très proche aussi de l'esprit protestantiste chrétien. C'est Weber, hein, c'est l'entrepreneur, le rôle de celui qui a un savoir-faire, qui a des idées, il est un vrai facteur de production. Le capital, effectivement, n'est que du potentiel. On transforme le capital grâce au travail, grâce à des idées, grâce à une prise de risque. Et c'est là où on revient aussi avec un autre grand principe, c'est effectivement le partage des risques et des profits. Je vais juste vous montrer une seule slide, parce qu'on a pas beaucoup de temps. Voilà. C'est finalement, si on peut résumer la finance dite islamique, c'est 2 grands attributs qui sont la transparence et l'ancrage dans l'économie réelle. La transparence, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que tout le système capitaliste il est basé sur une opacité. La crise de subprime, c'était le summum de cette opacité, où on a vendu des dettes à des pauvres ménages qui ne comprenaient pas du tout ce qu'ils achetaient. Et typiquement, ils étaient super endettés. Et ensuite, non seulement eux ont été floués, ont été trompés par ceux qui leur donnaient du crédit, et en plus, ces crédits-là, ils allaient être vendus vous savez, les titrisations, les titrisations par tranche, CDO, CLO, etc., qui étaient vendus, pareil, sur des packs, des tranches qui étaient juste notées, mais on ne savait pas de quoi elles étaient constituées. Et en plus, il y avait des tranches synthétiques, c'est-à-dire qu'on vend du vent. On vend du vent, il n'y avait finalement plus rien, il n'y avait même plus de lien avec la maison, parce que tout ça a été transformé. Et finalement, la finance, en tout cas l'éthique de l'islam appliquée aux affaires, interdit ça. Et là, je vous ai remis quelque part une synthèse de tout, c'est assez dense, mais tout est important. Les vertus, ce à quoi doit répondre le système, quelque part les finalités, etc. C'est la justice sociale, le vicariat, ça parlait effectivement le vicaire, l'homme est un vicaire de Dieu. Donc finalement, même la propriété privée, elle est relative. La richesse, la terre, tout ça nous ont été confiés comme une amana, comme une fiducie. On doit être responsable de tout ça devant Dieu. La redistribution des richesses, l'équité, la responsabilisation, l'adossement de l'économie réelle et la circulation de la monnaie. La monnaie doit circuler, elle ne doit pas être thésaurisée, elle ne doit pas faire l'objet d'une accumulation. Le partage des risques et des profits, et ensuite les autres un peu plus opérationnels, comme les outils. Alors les grands principes, vous le savez, pas de spéculation ou de vente de ce qu'on ne possède pas d'aléas dans les transactions, ça évite les litiges, ça évite les conflits. Pas d'intérêt sur le capital qui doit être travaillé, il doit subir du travail et non pas une rente, ce qu'on appelle l'enrichissement sans code. Pas d'activité nuisible à la société, tout ce qui est pas interdit, hein, c'est la pornographie, c'est l'armement, c'est tout ce genre de choses qui ne sont pas forcément utiles, et pas de commerce de dette. Et ça aussi, fondamentalement, typiquement ça, c'est une rupture par rapport au modèle bancaire. Et malheureusement, la banque islamique, elle essaie de se protéger de riba. Et effectivement, on parle d'une banque à la rigueur sans intérêt, mais on n'est pas sur une rupture sur ce point qui est pas de commerce de la dette. La dette, c'est une responsabilité. La dette, c'est quelque chose qui est comme le nucléaire. Ça peut avoir des effets radioactifs très très forts. Et en plus, quand on fait du commerce de la dette, il n'y a plus de limite. C'est-à-dire qu'on se déconnecte de l'actif, on se déconnecte de l'économie réelle. Et forcément, c'est ça qu'on peut reprocher aujourd'hui à la finance d'aujourd'hui. C'est une finance qui s'est trop affranchie du réel. Et c'est une finance virtuelle, la finance casino, telle qu'on la connaît.
Et ensuite, il y a des outils, donc les différents contrats, l'achat-vente, l'achat-location, l'achat-investissement, on peut revenir dessus. Mais c'est en fait, maintenant, comment on rend tout ça opérationnel, comment on fournit et on répond aux besoins, c'est par ce genre de choses. Et on est vraiment comme si on était dans le commerce, et pas dans le commerce de la dette, mais le commerce réel. Et au lieu de demander à la banque de prêter de l'argent, finalement, quand on prête de l'argent, c'est à taux zéro, donc c'est un prêt de bienfaisance, on appelle un prêt social de bienfaisance. Et la banque, finalement, elle doit être un opérateur, elle doit être un investisseur, donc elle doit détenir finalement la propriété des choses de façon à montrer qu'elle justifie son apport. Ce n'est pas le capital, mais c'est bien du travail, c'est du risque, c'est du partage, c'est de la propriété. Justement, comment ça se matérialise? Peut-être donner deux exemples maintenant, au niveau du crédit immobilier et du financement des PME. Je suis une PME, est-ce que j'obtiens un crédit gratuitement sans intérêt? Alors, on va prendre un exemple très concret, et c'est généralement un exemple pas forcément tout de suite là-dessus, mais qui est assez parlant, et c'est très simpliste, mais en même temps c'est parlant. Je vous dis par exemple, cet ordinateur, ce super ordinateur de Jean-Luc, je vais faire le nom, mais vous avez le symbole derrière, il coûte 1000 €. Moi, je suis un commerçant, je suis une grande maison de distribution, comme il y en a une dans le centre commercial là-bas. Et donc, j'ai acheté ce bien-là avec le fabricant, et je le mets, il est dans mon rayon à vendre. 1000 €. 1000 € paiement comptant. Vous allez me dire, vous êtes des étudiants, je n'ai pas 1000 € tout de suite. En revanche, je peux payer par exemple 100 € par mois. Ben, est-ce qu'il m'est permis, et là on rentre dans l'éthique, etc., est-ce qu'il m'est permis de vous dire, soit vous prenez immédiatement ces 1000 € cash, ou alors c'est effectivement 100 €, ce que vous pouvez payer, mais sur 12 mois. Donc 12 fois 100, ça fait 1200 €. Est-ce que j'ai le droit de vous proposer ce bien à 1200 € payé 100 € en 12 mois par rapport à 1000 € immédiatement? Est-ce qu'il y a de l'intérêt? Est-ce qu'il y a de riba? Est-ce qu'il y a ça pose problème? Non, il n'y a pas d'intérêt. C'est le bénéfice. Ça dépend s'il y a l'inflation, il faut bien compenser. L'inflation? Oui. Un peu. Dans un système où il n'y a pas de dette, normalement il n'y a pas d'inflation. C'est un bénéfice. Et qu'est-ce qui justifie ce bénéfice? C'est l'intérêt, parce qu'on ne peut pas payer directement comme ça. C'est la valeur de l'argent qui C'est la valeur de l'argent qui justifie justifie. le bénéfice? Non, Donc, est-ce que c'est une rémunération du temps? Le travail du distributeur. Qu'est-ce qu'il fait? On attend. Parce que le bénéfice est censé être perçu le prix d'achat et le retard. À partir du moment où on décide de prendre à plus de 200 par rapport à ce temps que là, donc je pense que les 200 € supplémentaires que le temps et on revient au système de l'intérêt. On revient à un système de l'intérêt. L'intérêt, c'est quoi? C'est effectivement ce qu'on appelle le loyer de l'argent. L'intérêt, c'est représentatif de quoi? Pas d'un actif, mais d'un capital. Typiquement, cet ordinateur, vous n'avez pas de l'argent aujourd'hui, à qui vous adressez? À une banque. Et la banque vous dit, ok, pas de problème, vous voulez 1000 €, vous prêtez 1000 €, le taux est de, disons n'importe quoi, 10%, et vous payez chaque mois une mensualité qui inclut le capital plus les intérêts. Quel a été le rôle de la banque? C'est vous prêter de l'argent. Est-ce qu'elle a un lien avec le bien? Elle n'a aucun lien avec le bien. Donc, quelle est sa légitimité? La différence, c'est dans tout ça de quoi on est en train de parler, c'est d'un côté, soit c'est du capital, de l'autre côté, c'est la propriété d'un bien. Qu'est-ce qui justifie une marge, une rémunération? C'est la propriété de quelque chose. Je suis un commerçant, j'achète, je prends une marge. On peut me reprocher de prendre une trop grande marge, mais mon rôle de commerçant, c'est bien d'acheter, et j'achète à un prix avec un fournisseur, et plus je suis malin, plus j'ai des volumes, plus je peux négocier à la baisse ce prix d'achat, et après je peux le vendre. Et je le vends, mais quelles sont les conditions à laquelle je peux vendre? 3 conditions. L'objet existe, j'en ai la possession, et je peux assurer la livraison. Ce sont les 3 conditions qui permettent de légitimer une transaction commerciale. Et ensuite, libre à moi de dire il y a un prix fixe
au comptant, 1000 euros, ou un prix échelonné, selon ce que vous pouvez faire, on se met d'accord. Mais tout est connu. Le bien est connu, le bien est là, il est dans ma possession, vous pouvez le voir, je peux assurer sa livraison. Donc il n'y a pas un faveur, il n'y a pas un aléa, une incertitude. Et après, vous êtes d'accord sur les 100 euros x 12, vous pouvez peut-être gratter en disant, ouais, mais un petit étudiant, je vais faire 100 euros x 11, par exemple. Et ça, après, c'est de la négociation commerciale. Mais ma légitimité tient à le fait que j'ai la propriété du bien. Dans un principe islamique, il y a le rôle, no risk, no gain. Et no risk, no risk. Donc en gros, je peux avoir une marge parce que j'ai pris le risque de la propriété du bien. S'il y a un défaut sur le matériel, c'est pour ma faute. D'accord ? Dans les 10 euros à T égale à 0, il y a déjà une marge. Oui. Ma marge d'achat. Voilà, donc vous l'avez acheté à 900 euros, vous vendez à 1000 euros à T aujourd'hui. Et donc est-ce qu'il justifie le fait que la marge augmente avec le temps? Si on exclut l'inflation, on exclut la valeur de l'argent, voilà, je sais pas. Ça peut m'expliquer Bien ce sûr, point, on revient sur la question de time value of money, la valeur temps de la monnaie. Oui. Excusez-moi, mais l'intérêt, c'est pas justement la compensation du renoncement à la liquidité. Voilà, c'est des bons concepts économiques, effectivement, la renonciation. Ensuite, on va dire c'est la théorie classique. La valeur en croissance, marché, etc. Donc, typiquement, c'est quoi? C'est tout simple. Si donc c'est la notion de la valeur temps de quoi? Si c'est du capital, on a dit le capital, vous mettez 50 euros là, il n'y a rien qui le produit. Le capital ne produit rien. Donc il n'y a pas de valeur du capital. Il n'y a pas de valeur temps du capital. Mais il y a une valeur temps, il peut y avoir une valeur temps d'une transaction commerciale. Une transaction commerciale, pas financière, commerciale, c'est bien j'ai quelque chose à vendre. Le commerce a toujours été le métier le plus historique, le plus ancien. Acheter et vendre, c'est ce que... Deuxième plus ancien. Oui, deuxième. Ouais, ça on ne peut pas rivaliser avec les négociants de béton. Donc le truc c'est ça, c'est finalement ce qu'on demande à la banque de faire, c'est de ne pas être un financier, mais c'est d'être un commerçant. Et un commerçant en achetant et en vendant des choses. Et ça revient aussi à un verset du Coran, le verset de la Surah Baqara Génis, verset 2, pardon, Surah Baqara 2, verset 275, où Dieu dit wa hadallahu al-bay'a wa harrama al-riba, et j'ai interdit le riba, l'intérêt, et j'ai autorisé quoi? Le commerce. Et commerce où ces conditions sont respectées, où j'ai la possession des choses, j'assume le risque, et que c'est seulement le risque de la propriété qui me permet de justifier une marge. Qu'elle soit supplémentaire ou pas, ça c'est une question, encore une fois, de négociation. C'est pas une question de légitimité, après c'est une question de... Est-ce qu'on peut revenir rapidement aux bases, la définition? Qu'est-ce que c'est qu'un bien? Est-ce que l'argent c'est un bien? Non. Alors, ça c'est une autre question. L'argent, la monnaie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'argent? L'argent, vous savez, vous apprenez ça, il y a trois fonctions de la monnaie. Les heures de valeur, les heures de change. Donc, c'est un moyen. L'argent, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, ne produit rien. L'argent ne permet juste d'être le moyen qui permet d'avoir deux marchandises, de pouvoir les transacter par le biais d'une unité qui donne une valeur. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qu'un prêt d'argent, un prêt d'intérêt? Quand la banque vous dit je vous prête 1000 euros pour acheter cet ordinateur, c'est quoi la notion juridique d'un prêt? C'est que l'argent est la finalité. Je vous vends de l'argent. Moi en tant que banque, je vous vends de l'argent, parce qu'un prêt de capital, et vous me remboursez de l'intérêt sur cet argent. Donc l'argent serait un actif et aurait une valeur.
Alors qu'on a bien dit que l'argent c'est du capital, le capital n'a pas de valeur.